Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier qui va parler des différences entre le DEC et le baccalauréat international. Je me présente Simon Fortin, je suis directeur adjoint à la direction des études et coordonnateur du baccalauréat international. Alors, ça me fait plaisir de vous entretenir pendant quelques minutes sur les différences qui distinguent le bac international du DEC. Je suis accompagné ce soir de mon collègue, M. Simon Gervais, qui est également directeur adjoint à la direction des études. M. Gervais va prendre en note vos questions que vous pourrez verser dans l'onglet clavardage. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Alors, avant de parler des différences entre le DEC et le BI, je vais commencer d'abord par quelques considérations sur le diplôme d'études collégiales. Le diplôme d'études collégiales, c'est une structure qui est propre au Québec, que le Québec s'est donné comme structure depuis la fin des années 60, qui permet une transition entre les études secondaires et universitaires. La formation se déroule normalement sur une période de 2 ans, du moins pour les programmes préuniversitaires, et à Brébeuf, nous n'offrons que des programmes préuniversitaires. La formation du DEC répond à des standards nationaux qui ont été fixés par le ministère de l'Éducation, et c'est lui, le ministère, qui émet le diplôme à la fin des 2 ans de formation, dans la mesure où l'étudiant ou l'étudiante aura répondu aux critères d'obtention du DEC. Ces critères sont de réussir les 2 composantes de formation. Donc, tous les programmes, que ce soit les programmes techniques ou préuniversitaires, sont constitués de 2 composantes. La première composante qu'on appelle la formation générale, qui est la même pour tous les programmes. Alors, cette formation est constituée de 4 cours de littérature, 3 cours de philosophie, 2 cours d'anglais et 3 cours d'éducation physique. Les classes de ces cours-là sont constituées d'étudiants qui appartiennent de différents programmes. Donc, c'est des classes vraiment hétérogènes et qui rejoignent l'ensemble des étudiants. C'est la même formation, je le rappelle, pour tous les programmes. Ça constitue à peu près la moitié de la formation. Ensuite, il faut réussir la formation dite spécifique. C'est une formation qui est adaptée en fonction du parcours qui a été retenu. Par exemple, en sciences de la nature, la formation spécifique de l'étudiante et de l'étudiant, ce seront les cours de biologie, de chimie, de physique ou de mathématiques. Et les classes de ces cours-là sont constituées d'étudiants qui sont dans le même parcours. Donc, la première condition d'obtention du DEC, c'est de réussir les 2 composantes. Ensuite, réussir l'épreuve uniforme de français, qui est une évaluation au terme des 2 ans, qui est conçue par le ministère de l'Éducation et corrigée par une équipe du ministère de l'Éducation. Donc, c'est vraiment une évaluation qu'on va appeler externe au collège et qui est une condition d'obtention du diplôme d'études collégiales. Et ça consiste en une rédaction d'une dissertation critique à partir de textes littéraires. Troisième élément à considérer pour l'obtention du DEC, c'est la réussite de l'épreuve synthèse de programme. L'épreuve synthèse de programme apparaît à la fin du parcours de l'étudiant dans un cours, très généralement. Donc, le cours s'appelle souvent activité d'intégration. Et dans le cadre de ce cours-là, l'étudiant en équipe, souvent, va avoir à réaliser un projet, un travail dans lequel il devra mettre à profit les habiletés, les concepts qu'il aura vus et parcourus au cours de ces 2 ans de formation au collégial. Quand on parle du diplôme du baccalauréat international, donc le baccalauréat international est né à la fin des années 60 et était destiné généralement pour les jeunes entre 16 et 19 ans au départ. Le baccalauréat international a élargi son offre de formation au cours des années, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous entendez parler du bac international du primaire, donc le programme primaire, le PEI, le programme d'études intermédiaires et le diplôme. Alors moi, je vous présente le diplôme qui est le point culminant de toute la formation du baccalauréat international. Ça permet une transition aussi, le diplôme, entre les études secondaires et universitaires, tout comme le DEC, et ça se déroule normalement également sur une période de 2 ans. Au Québec, le programme de l'IB permet d'obtenir un DEC aussi, c'est l'équivalent. Le DEC aura comme titre aussi cheminement baccalauréat international. Le diplôme de l'IB répond à des standards internationaux qui sont fixés par un organisme externe qu'on appelle l'Office du baccalauréat international. Ces standards sont fixés en termes de contenu, d'évaluation et d'approche pédagogique reconnue.
Vous avez sous les yeux une forme circulaire qui résume les particularités du baccalauréat international. Peut-être est-ce pas à votre écran, mais au centre, on a ce qu'on appelle le profil de l'apprenant. Le profil de l'apprenant, c'est le cœur même du programme. C'est 10 grandes valeurs que veut développer le baccalauréat international à l'aide de sa formation. Donc, c'est un programme qui est très cohérent, qui veut vraiment consolider toutes les composantes de sa formation. Donc, parmi les valeurs et qualités qu'on souhaite développer, je vous en nomme quelques-unes sur les 10, l'intégrité, l'empathie, l'ouverture sur le monde, la qualité de chercheur, de communication, etc. Autour de ces valeurs-là, on a des approches de l'enseignement et de l'apprentissage qui sont prescrites par l'Office du baccalauréat international, donc des approches pédagogiques reconnues. Par exemple, on va encourager l'enseignement à ce qu'il se fasse sur la base, par exemple, des évaluations formatives. À partir des évaluations formatives, on va moduler l'enseignement. Par exemple, on voudrait que l'enseignement soit basé sur la recherche, encourager les étudiants à la recherche. Il y a d'autres types de formes d'enseignement conceptuel, par exemple, basé sur des concepts. Ce sont des approches pédagogiques qui sont valorisées au sein de l'IB. Autour de ces deux approches-là, on a 3 composantes sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard et qui caractérisent le baccalauréat international, que sont la théorie de la connaissance, le mémoire et le programme Créativité, Action, Service. Vous allez remarquer ensuite qu'il y a 6 grands ensembles de matières. En haut, vous avez études en langue et littérature, donc ce sont toutes les matières qui touchent la littérature. Ensuite, vous avez la portion individu et société. Ce sont la portion, appelons ça, sciences humaines. Font partie de cette portion-là des matières comme la philosophie, gestion des entreprises, économie. Vous avez pour tous les programmes également l'obligation de faire des mathématiques. Vous avez en bas complètement la portion art et la particularité de cette portion-là, c'est qu'elle est optionnelle. On peut changer cette portion-là pour aller chercher une matière qui appartient à un autre ensemble du cercle. Ensuite, tous les parcours doivent aborder une matière scientifique et tous les parcours également doivent consolider l'acquisition d'une langue seconde. Au final, dans la structure, ce qui est demandé, c'est de parcourir 6 matières, 3 de niveau supérieur et 3 de niveau moyen. Quand on parle d'une matière de niveau supérieur, c'est une matière qui nécessite 240 heures de formation et qui va préparer à des examens internationaux dans 2 ans qui sont un peu plus complexes. Un peu plus complexes parce que la plupart du temps, il y a une épreuve de plus ou il y a un travail à faire de plus que le niveau moyen. Et le niveau moyen nécessite 150 heures de formation. Maintenant, je vous présente rapidement les 3 composantes de base, la théorie de la connaissance. Donc, c'est un cours qui se déroule sur 2 sessions, sur 2 années différentes et qui est aussi important parce qu'il permet à l'étudiant de prendre un recul sur ce qu'il est en train d'apprendre. Il va s'interroger sur les bases de la connaissance. Il va être invité à établir des liens entre les diverses disciplines, à être conscient des biais subjectifs ou politiques ou culturels. Donc, ça encourage l'étudiant à apprécier d'autres perspectives. Théorie de la connaissance, ce cours-là va aborder des concepts et va s'appuyer sur des matières que l'étudiant est en train de voir et les cours que l'étudiant est en train de suivre, par exemple son cours de français, son cours d'anglais, son cours de chimie, fait des liens aussi avec le cours de théorie de la connaissance, du moins au concept abordé en théorie de la connaissance. Ensuite, il y a le mémoire. Le mémoire, c'est une activité en surplus, donc qui se fait individuellement et qui constitue un travail de recherche qui s'échelonne sur une année. Ça va culminer par la rédaction d'un texte structuré de 4000 mots maximum. Et cette recherche individuelle se fait sous la supervision d'un spécialiste de la discipline, un professeur du collège, qui va accompagner l'étudiant dans cette recherche, dans les outils aussi de recherche en lien avec une discipline donnée. Ce que ça représente pour l'étudiant ou l'étudiante, c'est que ça lui permet d'explorer
un sujet qui l'intéresse, qui le passionne. Donc, il peut s'investir là-dedans. Il peut s'investir aussi dans une matière qui ne faisait pas nécessairement l'objet d'un cours dans son cursus habituel. Par exemple, un étudiant de sciences de la santé ou de sciences pures et appliquées pourrait très bien décider de faire un mémoire, de s'investir dans un mémoire en cinéma, par exemple, ou dans un mémoire en anthropologie ou en sciences politiques, alors qu'il n'a pas de cours d'anthropologie, de cinéma ou de sciences politiques. Alors, il sera supervisé, accompagné, encadré par un professionnel, quelqu'un qui connaît bien la discipline, qui va lui suggérer des lectures, il va le sensibiliser au vocabulaire à utiliser pour faire une recherche dans ce type de domaine-là. Donc, c'est un type de travail qui va consolider beaucoup une méthode de travail, une méthodologie, mais qui va aussi consolider beaucoup, qui va exiger de l'autonomie, et si l'étudiant en a un peu, ça va consolider justement ses habiletés d'autonomie. Autre composante obligatoire du baccalauréat international, le programme CAS pour créativité, action, service. C'est qu'on veut développer également le savoir-être pour le programme du diplôme de l'IB. C'est très important, l'attitude. On parlait tout à l'heure des valeurs du profil de l'apprenant. Parmi ces valeurs, on parlait de l'empathie, de l'ouverture à l'autre. Ce sont plus des attitudes. Donc, on va les développer, oui, à l'intérieur des cours, sur le plan théorique, mais aussi dans l'expérientiel, que représente le programme CAS. Donc, ça va aider les élèves à devenir des citoyens responsables, compatissants. Ça va encourager leur implication, leur ouverture vers l'autre également. Alors, ils doivent s'engager dans une activité artistique, dans une activité sportive et également dans un projet de service à autrui. Et leur engagement se fait de concert avec un conseiller CAS qui est un employé du collège, un professeur ou un professionnel, qui va l'encourager à réfléchir au type d'engagement qu'il est en train de faire, ce pourquoi il est en train de réaliser ça et quels sont les objectifs qu'il vise à travers ça. Donc, c'est un programme très intéressant et qui doit être réalisé pour obtenir le diplôme IB. Je vous parle maintenant de quelques structures communes au cours du programme du baccalauréat international. Alors, on a d'abord 4 cours de littérature pour tous les profils du baccalauréat international. La distinction entre les cours de littérature au bac international et ceux du DEC, c'est que d'abord, ils s'adressent uniquement aux étudiants du bac international. Ensuite, il y a certaines évaluations qui sont très différentes du DEC. Et on insiste davantage sur la dimension internationale, donc le corpus sera de littérature mondiale en plus grande proportion. Et le cours doit faire des références aussi avec les concepts abordés en théorie de la connaissance. Ensuite, les étudiants doivent faire 4 cours de langue seconde, d'anglais langue seconde. Donc là, on a une autre distinction importante entre le BI et le DEC, à savoir 2 cours d'anglais de plus. Au DEC, on n'a que 2 cours d'anglais. Au BI, on en a 4. Ensuite, tous les profils doivent avoir un cours de sciences, même les personnes qui vont opter pour le BI sciences humaines. Alors, les gens qui sont en BI sciences humaines doivent avoir comme cours de sciences le cours sciences du sport, de l'exercice et de la santé qui va mettre à contribution l'expertise d'un professeur d'éducation physique et de biologie. Sinon, si on est en sciences santé ou en sciences pures, ce sera les matières scientifiques classiques que sont biologie, chimie ou physique. Tous les étudiants prennent 2 cours de philosophie, minimalement, pour couvrir la portion individu et société, et tous les étudiants doivent entreprendre un parcours en mathématiques. À la fin de tout ça, l'étudiant se prépare à des examens synthèse. Il y a plusieurs types d'évaluation à l'IB. D'abord, on a le concept d'évaluation interne. Une évaluation interne, c'est une évaluation qui est conçue par le professeur, notre professeur, et évaluée par celui-ci. On envoie des échantillons de ces évaluations-là à l'Office du baccalauréat international pour qu'un examinateur externe jette un regard sur la façon dont les critères ont été appliqués. Ensuite, on a le concept d'évaluation externe. Ce sont des évaluations qui sont conçues à l'extérieur et évaluées à l'extérieur. C'est le cas notamment de tous les examens internationaux qui ont lieu à la fin des 2 ans, au mois de mai.
Alors, ce sont vraiment des évaluations qui sont conçues par une équipe de profs à travers le monde et ce sont les mêmes évaluations qui sont données pour les 85-90 000 étudiants qui se présentent au même moment. Donc, ces évaluations internes, les étudiants vont passer des examens externes, pardon, les étudiants doivent passer des examens de synthèse dans 6 disciplines qu'il a étudiées au cours des 2 années. Ça va donner une note sur 7 points par discipline. Pour obtenir ce 7-là, il n'y a pas de décimale. On va considérer les résultats obtenus dans ces examens synthèse et certains travaux réalisés en cours d'année, en cours de formation. Donc, ça donne un total de 42 points. À ce 42 points, on va ajouter 3 points possibles pour la rédaction du mémoire de recherche et l'essai en théorie de la connaissance. Il faut avoir réussi ces 2 composantes pour se voir décerner le diplôme IB. Ce qui fait que sur le diplôme IB, on peut avoir une note qui va jusqu'à 45 points. Et pour se voir obtenir le diplôme IB, il faut avoir réussi le CAS, avoir réussi le mémoire, la théorie de la connaissance, et avoir au moins 24 sur 45. En résumé, je vous dirais que le programme du diplôme de l'IB, comme le programme du DEC, c'est une formation préuniversitaire. La distinction, c'est que l'IB est reconnu en termes de formation et de diplomation dans plus de 150 pays à travers le monde. Le langage IB est reconnu aussi dans les plus grandes universités prestigieuses. La formation donnée au Québec donne droit à 2 diplômes. Un DEC qui est émis par le ministère de l'Éducation et le diplôme IB qui est émis par l'Office de l'IB. Donc, c'est en 2 ans, on obtient 2 diplômes parce qu'on répond à la fois à des critères provinciaux et internationaux. Ça s'adresse à des étudiants qui veulent relever des défis particuliers, notamment en se mesurant des critères d'évaluation internationaux et qui veulent aussi reviser l'ensemble de leur matière qui a été vue au cours des 4 sessions antérieures pour se préparer à des examens synthèse. C'est une autre distinction importante par rapport au DEC, puisque ce sont les seuls étudiants à travers le Québec qui font l'exercice de faire une synthèse de l'ensemble de la formation qu'ils ont eue à la fin de leur parcours collégial, 2 mois avant d'entrer dans les classes de l'université. Il faut également, pour l'étudiant, qu'il veuille s'impliquer dans des projets sociaux, des projets communautaires. Il faut qu'il soit prêt à se relever les manches pour vraiment s'engager dans des causes et dans le service à autrui. Alors, ça fait le tour des grandes distinctions entre le baccalauréat international et le DEC. Je suis conscient que je suis allé très rapidement, mais je voulais ramasser le plus d'informations possible dans le moins de temps possible pour vous permettre de poser des questions sur ces distinctions. Et vous aurez probablement aussi beaucoup de réponses à vos questions dans les prochaines séances, les séances qui porteront exclusivement sur le bac international sciences de la nature et un peu plus tard sur celui de sciences humaines. Merci de votre attention. J'attends maintenant vos questions. Oui, Monsieur Fortin. Donc, au moment de l'admission, à quel moment doit-on choisir entre faire un DEC ou un BI? Donc, on peut faire le choix, on doit faire le choix dès l'entrée. En fait, c'est qu'on ne peut pas s'inscrire à la 2e session dans le baccalauréat international, il faut le faire dès l'entrée. Donc, il est possible de migrer du BI vers le DEC en cours de cheminement, mais l'inverse n'est pas possible. Je ne peux pas commencer par exemple, faire un DEC en sciences de la nature, puis finalement, en 2e session, dire je suis intéressé par l'IB, ça ne sera pas possible d'intégrer l'IB par la suite. Est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir un diplôme du baccalauréat international pour pouvoir aller étudier hors Québec, voire hors Canada, ou est-ce qu'un DEC peut faire l'affaire? Un DEC peut faire l'affaire, oui, effectivement. Le bac international n'a pas comme objectif ultime d'aller faire des études à l'étranger. Ce n'est pas son objectif ultime. Ce que je dis, c'est que le langage utilisé par le bac international est reconnu et compris à l'étranger. Donc, ça peut faciliter l'accès à des universités étrangères. Je vous parlais tout à l'heure des notes sur 7.
par exemple. Donc, à partir du moment où il y a un étudiant qui veut aller étudier à, je ne sais pas moi, en Angleterre, à Cambridge, il veut aller étudier dans telle discipline, dans telle faculté, la faculté va dire, OK, tu es un étudiant du BI, tu as suivi quelle formation? Chimie niveau supérieur, d'accord. Chimie niveau supérieur, ils savent ce que ça veut dire, chimie niveau supérieur, parce qu'ils ont accès au guide pédagogique. Et là, ils vont me demander, bien, quelle note l'étudiant a eu? Ben, c'est un 7. Ben, un 7, pour eux, ça représente quelque chose. Alors que quand on arrive avec un DEC québécois, mais là, c'est le bulletin qui est remis avec des titres de cours et des compétences. Le langage est peut-être pas aussi fluide, donc ça nécessite plus ça pourrait nécessiter plus d'explications. Mais ce n'est pas impossible parce qu'il y a des étudiants qui obtiennent un DEC qui vont étudier à l'étranger aussi. Pour aller en faculté de médecine à l'université, est-ce que le DEC ou le BI, tant qu'on prend bien sûr le profil sciences de la santé, est-ce qu'il y a un des deux programmes qui est plus bénéfique que l'autre pour accéder à une faculté de médecine? Moi, je dirais que pour accéder à une faculté de médecine, il faut choisir un programme d'abord qui répond au préalable. Le BI répond au préalable pour les facultés de médecine, comme le DEC de sciences santé répond au préalable pour aller en médecine. Mais il faut qu'on choisisse un programme qui correspond à ses valeurs, à ce qu'on veut apprendre. Donc, un programme qui correspond à nos objectifs personnels. Maintenant, si je peux me permettre de dire l'avantage qu'aurait le bac international pour médecine, c'est par exemple tout le programme CAS qui est proposé. C'est un programme intéressant parce qu'il force l'étudiant à réfléchir à ce qu'il est en train de faire comme engagement, comme de l'ouverture vers l'autre, développer des capacités d'empathie. Et ça peut être utile de verbaliser un peu ce qu'on est en train d'apprendre, ce qu'on est en train de faire. Ça peut être utile, ne serait-ce que pour les entrevues, par exemple, qui sont menées en médecine. Ça peut permettre aussi de constituer un bon dossier de lettres de motivation. Mais le DEC, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez vous engager au DEC, mais vous n'avez pas cette réflexion-là qui est encadrée par un conseiller CAS. Ensuite, il y a toute la consolidation de l'anglais langue seconde. Donc, vous avez quand même 4 cours d'anglais au bac international et en plus, les manuels qui sont utilisés pour beaucoup de disciplines sont aussi en anglais. Donc, la consolidation de l'anglais langue seconde peut être aussi un avantage. Quels sont les prérequis ou préalables pour accéder au programme du baccalauréat international? Il faut avoir fait d'abord mathématiques, sciences naturelles ou technico-sciences. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a, si on va dans le bac international de sciences de la nature, ben, c'est les mêmes préalables que pour le DEC, c'est-à-dire qu'il faut avoir réussi ses cours de chimie, de physique aussi, et évidemment avoir réussi son diplôme d'études secondaires. Et en plus, ben, notre seuil d'admission est fixé à 75 de moyenne générale au secondaire pour toutes les disciplines, mais on jette un regard également sur les matières scientifiques et en mathématiques, on demande un seuil de 75 également. Est-ce qu'il est recommandé de s'inscrire au programme de l'IB même si nous n'avons pas suivi le programme international au secondaire? Le fait de ne pas avoir suivi le programme international, le PEI, n'est pas un handicap du tout. C'est sûr que si vous avez suivi le PEI, ben vous connaissez le langage, vous connaissez les valeurs, vous connaissez le profil de l'apprenant, vous êtes familier avec le type d'approche pédagogique, etc. Donc ça va bien. Mais sinon, on ne regarde pas si l'étudiant vient du PEI ou autre. En fait, la majorité des étudiants qui viennent au diplôme ne sont pas du PEI. Concernant le mémoire maintenant de 4000 mots, est-ce qu'il y a une préparation reconnue pour cela? Je vais essayer de bien répondre à la question. En fait, la préparation reconnue, je voudrais juste comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Est-ce que c'est reconnu par les universités? Est-ce que c'est un type de préparation aux études universitaires qui est reconnu? Oui. Il y a une étude qui a été menée par McGill en 2013 qui fait la démonstration de l'avantage de réaliser ce type d'exercice qu'est le mémoire. Donc, ils ont vraiment une étude de fait sur ça, qui est documentée. Maintenant, est-ce qu'on parlait d'une préparation pour l'étudiant pour réaliser le mémoire?
Oui, il y a dans le cadre du cours de théorie de la connaissance, il y a certaines heures qui sont consacrées justement aux habiletés de recherche, comment formuler une question de recherche qui répond aux critères et comment établir un plan de match finalement pour réaliser l'exercice qui est quand même exigeant de ce travail de recherche. Je suis dans un programme IB au secondaire. Est-ce que j'ai des points supplémentaires pour le cégep? Oui, il y a des points supplémentaires qui sont accordés déjà, c'est déjà inclus dans le SRAM. Donc, dans les notes qui sont données, qui sont traitées par le SRAM, il y a une bonification qui est donnée. Je pense que c'est de 3% par rapport à ce que vous avez sur votre bulletin. Alors, c'est considéré, oui, dans l'analyse des demandes d'admission. Alors, je vais prendre une dernière question parce qu'il y a un autre événement qui commence dans 1 minute. Monsieur Gervais pourra répondre à d'autres questions quand j'aurai quitté. Oui, très pertinent. Nous avons parlé tout à l'heure de l'importance de la langue seconde dans le corpus de l'IB. Donc, la question touche en fait le mémoire, mais quelles sont toutes les possibilités d'intégration de l'anglais extra-corpus en quelque sorte? OK, bien, il est possible, par exemple, de faire son mémoire en anglais. Il est possible de rédiger son journal CAS en anglais. Il est possible de faire certaines évaluations synthèse internationales en anglais. Je pourrais décider, par exemple, si je maîtrise bien l'anglais, de faire mes examens internationaux en philo en anglais, mes examens internationaux en chimie en anglais. Donc, oui, il est possible de relever plusieurs défis de ce type-là. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Si d'autres questions subsistent, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous pouvez avoir accès à mes coordonnées via le site web où M. Gervais pourra également vous les indiquer dans le clavardage. Je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de se voir peut-être au mois d'août prochain. Bien le bonsoir. Donc, pour quelques minutes, je vais pouvoir prendre quelques questions supplémentaires. Bon, a priori, vous êtes quelques-uns à poser des questions sur la cotère. La cotère, quand même, du point de vue mathématique, c'est assez technique. C'est pour cette raison qu'à 19h, je vais présenter un atelier détaillé sur la façon de la calculer, bien comprendre toutes les variables, en quelque sorte, qui interviennent dans son calcul, comment elle a évolué. Parce qu'il y a quelques années, le calcul a été significativement modifié par les universités, faisant en sorte que son calcul est beaucoup plus juste. C'est-à-dire que c'est vraiment une très, très bonne mesure, en quelque sorte, du rendement prévisible de l'étudiant à l'université. Donc, il fut une époque qu'on donnait ce qu'on appelle une bonification OBI. Ce n'est plus nécessaire. Je vais tout entrer dans ces détails-là à 19h. Donc, il n'y a pas d'effet de bonification lorsqu'on est à l'IB. L'effet naturel associé à la force des moyennes des étudiants qui sont dans le programme redresse en quelque sorte la valeur de la cotère, faisant en sorte que, oui, dans un programme où on va retrouver une plus forte concentration d'étudiants forts, nous allons retrouver à la fin des cotères plus fortes. C'est juste naturel et normal. Ce qui est important de saisir, tout simplement, c'est que dans la façon dont la cotère se calcule, on n'est pas désavantagé d'aller dans un programme où il y a une forte concentration d'étudiants forts, mais on n'est pas avantagé non plus. La cote de rendement collégial, la façon dont on se calcule maintenant, reflète le plus fidèlement possible le rendement réel des étudiants au collégial et donc donne une meilleure prévision, en quelque sorte, du rendement potentiel à l'université. Donc, plus de détails dans environ 1h30 là-dessus. Plusieurs personnes nous demandent également si le BI est plus difficile que le DEC. Ce n'est vraiment pas une question de difficulté, c'est davantage une question d'exigence. Comme M. Fortin l'a mentionné, lorsqu'on passe par le baccalauréat international, il y a des surplus. Il y a le mémoire où l'étudiant travaille de façon autonome. Il est bien sûr parrainé par un professeur de la discipline. Ça s'échelonne pendant plus
de 2 sessions. Mais c'est certain qu'il n'y a pas de cours du mémoire. C'est quelque chose qu'il doit faire en surplus. Tout comme tout le programme CAS, bon, nonobstant les cours d'éducation physique pour le volet action, mais le bénévolat, les activités paracadémiques de créativité qui sont obligatoires, elles se font en surplus, bien sûr, du programme. Et il peut y avoir des sessions où il y a un peu plus d'heures de cours qu'au DEC. Au cumul, sur les 4 sessions, ça s'équivaut. Mais en moyenne, lorsque nous sondons les étudiants, le chiffre qui ressort habituellement, c'est que le BI va représenter peut-être un 10-15% plus d'heures de travail en moyenne que le DEC, faisant en sorte que c'est ce qui fait en sorte, que le programme est plus exigeant. Donc, quand on compare les seuils d'admission entre le bac international et le DEC, oui, c'est un petit peu plus élevé au BI qu'au DEC. Au DEC, pour aller en sciences humaines, on parle de 70%, alors que c'est 75% pour aller au BI en sciences humaines. En sciences de la nature, on demande 75% dans les deux, que ce soit DEC ou BI pour la moyenne générale. Mais quand on parle des seuils, cette fois-ci en sciences et en mathématiques, au DEC, on demande 72, au BI, on demande 75. Donc, pas tant plus difficile, mais plus exigeant. Donc, c'est bien important de choisir le programme, surtout pour son corpus, donc d'aller comparer justement les structures tant du BI sciences humaines que du DEC sciences humaines ou du BI sciences nature versus le DEC sciences nature. Les structures sont très, très, très différentes. Donc, c'est surtout là-dessus qu'il faut miser. Voir c'est quoi la quantité d'heures de cours en biologie et en chimie versus peut-être la physique ou la chimie, ou les mathématiques ou la physique, selon le domaine universitaire visé. De la même façon, mais selon le domaine universitaire visé dans les sciences humaines, est-ce qu'on préfère une approche un peu plus polyvalente où on va faire plusieurs disciplines des sciences humaines, l'histoire, la psycho, la politique, l'économie, tel comme le DEC est une avenue à privilégier, alors qu'au BI, on est davantage concentré dans une matière selon que nous choisissons le profil de gestion des entreprises, où là, ce sont 4 cours d'administration en quelque sorte, qui servent de cours de formation spécifique, ou en économie, où vous l'aurez compris, ce sont 4 cours d'économie. Donc, vraiment, assister aux prochaines présentations est bien importante pour choisir entre le DEC ou le BI. En termes de structure, donc pour ceux qui sont en provenance d'une école qui offre le PEI, est-ce qu'il y a une grande différence entre le PEI et le BI? C'est vraiment une continuation assez logique, étant donné qu'il y a un projet personnel à faire au niveau du programme d'études intermédiaires. L'extrapolation dans le programme du diplôme, c'est le mémoire. Donc, c'est un travail qui est un petit peu plus imposant, mais c'est quand même une continuation logique. Au secondaire, les langues secondes, voire tiers, sont importantes, au collégial aussi. Les activités de bénévolat sont importantes au PEI, elles le demeurent donc dans le programme du diplôme. Donc, en ce sens, c'est vraiment une continuité logique, mais où à chaque fois, le niveau des exigences, finalement, augmente, étant donné qu'on est rendu à un niveau plus élevé. Une dernière question, donc, qui touche cette fois-ci la question des coûts. Il y a, disons, 2 éléments à la réponse. Le premier élément, c'est que pour entrer au collège, donc oui, il y a des droits de scolarité, il y a une panoplie de frais afférents. Donc, vous avez le détail très, très précis dans les dépliants. Également, vous pouvez retrouver l'information via le site Internet du collège. Quand on fait le total, donc on arrive de mémoire aux environs de 5 800 $ annuels. Ceci étant dit, à partir du collégial, contrairement au secondaire, nous rentrons dans le domaine des études supérieures. Donc, c'est comme à l'université, les frais de scolarité deviennent déductibles d'impôts. Donc, ça, ce sont les frais, entre guillemets, de base. Ce qui va arriver pour le BI, c'est qu'il va y avoir des frais supplémentaires qui doivent être défrayés fin novembre, début décembre de la 3e session. Ce sont des frais qui viennent de l'Office du bac international. Ce sont les frais d'inscription aux épreuves synthèse qui coûtent habituellement aux environs de 800 $ américains. Donc, c'est le seul frais supplémentaire qui provient de l'Office du bac pour ce programme donné ici.
Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Peut-être nous allons nous revoir dans une prochaine présentation. Sur ce, bonne soirée.